Monsieur le vice-président du Conseil d'État, monsieur le Premier président de la Cour des comptes, monsieur le Premier président, je vous remercie d'avoir bien voulu me faire auditionner. Mon expérience est naturellement celle de la commission de déontologie que je préside depuis 2007. J'ai succédé au président Michel Bernard, ancien président de la section de l'intérieur du Conseil d'État, qui, pendant les 6 années où il a présidé, les 9 années où il a présidé la commission, a fait l'essentiel de la jurisprudence de cette commission que nous appliquons encore, même si les textes ont évolué. L'expérience que j'ai de cette commission me conduit à m'interroger sur 2 questions à propos de la mission que le gouvernement vous a confiée. La première, est-ce que le problème des conflits d'intérêts peut se résoudre par des textes écrits, précis, ainsi qu'il en existe en matière pénale et d'ailleurs en matière de déontologie des fonctionnaires, ou doit-il se fonder sur une espèce de corpus déontologique laissant de la souplesse à l'application des règles, un peu à la façon de ce qui existe dans le secteur privé, que pratiquent les déontologues des grands groupes, notamment des groupes qui font de l'audit, de l'expertise comptable, du conseil juridique. Et la deuxième question, naturellement très importante, à laquelle nous-mêmes nous avons été confrontés à la commission de déontologie, est de savoir s'il y a une règle ou s'il y a un corpus, il faut bien le contrôler. Alors comment le contrôler? Comment faire en sorte que l'information d'abord soit donnée et deuxièmement qu'ensuite elle soit traitée? Alors je vous ai dit, si vous m'excuserez d'être scolaire, je vous ai donné le dernier rapport de la commission de déontologie et vous trouverez aux pages 30, 31, 32 et 33 notre grille de contrôle. Nous avons d'une part ce que nous appelons le contrôle de nature pénale, c'est-à-dire le contrôle fondé sur des règles qui sont directement issues du Code pénal, même si elles ont été reprises dans la loi de 1983 sur le statut des fonctionnaires, qui sont directement issues du Code pénal dans ces articles relatifs au délit d'ingérence. Je rappelle d'ailleurs que le Conseil d'État, dans la fameuse affaire Bouffray, avait appliqué le texte pénal directement à un chef du service du Trésor qui était parti comme sous-gouverneur du Crédit Foncier, alors même qu'il n'existait pas encore dans le statut général des fonctionnaires de texte déontologique. Et dans cette partie, je dirais, de contrôle précis pénal, nous avons le contrôle ou la surveillance de l'entreprise. On ne peut pas partir dans une entreprise qu'on a contrôlée ou surveillée. La notion de contrôle ou de surveillance s'entend au sens quasiment de la tutelle, n'est-ce pas? Deuxièmement, on ne peut pas partir dans une entreprise si on a participé à la conclusion de contrat ou si on a formulé un avis sur de tels contrats conclus par la personne publique, quelle qu'elle soit, avec l'entreprise. Et enfin, on ne peut pas partir dans une entreprise si on a proposé à l'entreprise, à l'autorité compétente, des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise. Ça, c'est le volet pénal. Et puis, il y a ce que nous appelons le volet déontologique, où on interdit à un fonctionnaire de partir dans une entreprise si
eu égard à ses fonctions précédemment exercées, la nouvelle activité porterait atteinte à la dignité des fonctions ou risquerait de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. C'est une règle déontologique dont l'interprétation est celle de la donc qui a été interprétée par la Commission, et à la différence de l'affaire de la règle pénale, pour laquelle nous avons une jurisprudence du Conseil d'État pas très abondante et une jurisprudence pénale pas très abondante non plus. Mais enfin, malgré tout, qui nous a donné quelques indications. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous combinons naturellement les deux. Nous avons des problèmes classiques, mais qu'à l'expérience, je trouve que la règle déontologique est d'un maniement beaucoup plus facile que la règle pénale. Elle est beaucoup plus souple. On peut l'appliquer de façon équitable. Et on peut tenir compte de la situation concrète. On peut avoir une approche pragmatique. Alors que la règle pénale est d'une application littérale, ce qui conduit à deux conséquences. C'est que la première, nous constatons qu'elle est parfois trop dure par rapport à la situation que nous avons à traiter, et à l'inverse, elle serait insuffisante pour résoudre le problème, dans d'autres situations, pour résoudre le problème du conflit d'intérêts, si nous n'avions pas par ailleurs une règle déontologique. Alors, je prendrai, si vous voulez, quelques exemples pour que l'on comprenne bien ce que je veux dire. Nous avons un problème classique de contrôle. Je n'y reviens pas, c'est vraiment notre pain quotidien. Ce sont les manques des brigades de l'ancienne autorité de contrôle des mutuelles et des assurances qui contrôlent les entreprises d'assurance, ou les inspecteurs des impôts qui contrôlent, qui vérifient les entreprises. Et là, nous sommes vraiment dans le contrôle ou la surveillance. Il y a une interdiction absolue qui dure pendant 3 ans. On regarde ce qu'ils ont fait exactement. On leur a interdit de partir dans des entreprises qu'ils ont contrôlées, et on leur a interdit d'avoir des rapports pendant 3 ans avec les agents avec lesquels ils avaient été en contact. Ça ne pose aucun problème. C'est quelque chose de clair et net. Beaucoup plus difficile, en revanche, sont certaines situations. Et il y a vraiment certaines situations où le départ de l'agent devient difficile. Mais on comprend. Je prends l'exemple, puisque c'est un cas, on en a plusieurs cas, du rapporteur du Conseil de la concurrence, rapporteur général du Conseil de la concurrence, qui s'appelle maintenant l'autorité de la concurrence. Il est évident que le rapporteur général du Conseil de la concurrence, ou maintenant de l'autorité de la concurrence, il a vu tous les dossiers. Et ils sont très nombreux, qui sont passés devant le Conseil de la concurrence, qui n'ont pas forcément donné lieu à des poursuites, n'est-ce pas? Mais pratiquement tous les grands secteurs économiques, compte tenu de l'activité actuelle de cette autorité, sont passés. Donc, il lui est pratiquement impossible de partir dans une entreprise. Et quand il part, puisque au fond c'est sa spécialité, dans un cabinet d'avocats, il peut difficile, là encore, il y a un temps de latence qui lui rend très difficile l'exercice de ses fonctions pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'en réalité, il peut prendre des dossiers nouveaux, parce que le déroulement de ces dossiers est très très lent, qui concernent des entreprises qui sont passées devant le Conseil de la concurrence il y a plus de 3 ans, mais ça limite naturellement son champ, et ça, nous n'y pouvons rien. Et d'ailleurs, je remarque que les fonctionnaires très bien qui font ce genre de métier, en général, ils changent de fonction, ils attendent un temps de latence avant de partir. Alors, notre pain quotidien aussi, c'est la notion c'est la formulation d'un avis sur un contrat ou la passation d'un contrat avec une entreprise privée. Alors là, ce que je voudrais dire, c'est que c'est à la fois
dur et pas dur. C'est-à-dire que vous avez, c'est un bon exemple, vous avez, et nous avons assoupli notre jurisprudence pour ça. Au départ, nous considérions que toute personne qui avait vérifié l'exécution d'un marché ne pouvait pas partir dans l'entreprise. Puis nous avons eu un cas d'un malheureux agent technique qui s'était borné à vérifier si les ampoules installées par l'entreprise s'allumaient ou ne s'allumaient pas. Alors on a fait évoluer notre jurisprudence, on a considéré que, bon. Et à l'inverse, vous avez des gens qui ont joué un rôle déterminant dans un marché, mais dont la signature n'apparaît jamais. Parce qu'ils connaissent les règles déontologiques et qu'ils ont fait attention à ne jamais apparaître dans le circuit de décision. Donc, là encore, alors, la notion de proposition directe à l'autorité compétente de décision relative aux opérations réalisées par l'entreprise, c'est aussi un cas de figure assez fréquent, notamment dans l'ingénierie publique, puisque l'État s'est retiré de l'ingénierie publique, s'est retiré de l'ingénierie assistance à maîtrise d'ouvrage, collectivité plus locale, et qu'on a reconverti tous les agents en les mettant quasiment à la porte, et qu'il a fallu qu'ils se reconvertissent dans leur domaine de compétences. Donc là encore, on a eu des conflits d'intérêts pour éviter qu'ils ne viennent conseiller les collectivités locales en tant que bureau d'études privées qu'ils avaient conseillé auparavant sous leur casquette, assistance à maîtrise d'ouvrage ou assistance à maîtrise d'œuvre publique. Alors, nous avons cependant des vrais et des faux conflits d'intérêts. On a eu récemment une affaire intéressante dont je dis un mot parce que elle ressemble un peu au genre de conflit d'intérêts que vous pouvez créer. Voilà un type très bien, d'ailleurs, on l'a vu, on l'a entendu, un type vraiment bien, très compétent, qui travaille dans l'administration sur les technologies spatiales et les systèmes satellitaires. Il se trouve que le système des satellites militaires va être... enfin, la gestion, l'État va cesser de gérer directement les satellites militaires et va en confier la gestion à une entreprise privée. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises d'ailleurs en France qui soient capables de faire ça, il n'y en a que 3. Il y a un appel d'offres qui est en préparation et il y a sur les 3 entreprises, il y en a 2 qui probablement participeront à l'appel d'offres. Voilà un garçon très bien qui participait à la gestion du système satellitaire, qui n'a jamais eu aucun rapport avec aucune des entreprises, qui n'a jamais eu aucun rapport de type de nature à empêcher son départ avec les entreprises en question. Mais il se trouve et qui veut partir dans une de ces 2 entreprises qui vont soumissionner à l'appel d'offres pour faire un métier tout à fait différent, puisque ce sont des entreprises qui ont des métiers tout à fait différents, qui ont des métiers divers, qui va s'occuper de sécurité, de vente des systèmes de sécurité à l'étranger. Et là, on a eu quand même un problème, si vous voulez, typiquement de conflit d'intérêts et d'apparence. Est-ce que nous pouvions laisser partir dans une des 2 entreprises qui se préparait à l'appel d'offres, un fonctionnaire qui connaissait parfaitement le système de l'intérieur et qui, même si l'entreprise s'engageait déontologiquement à ne pas mettre sur le secteur, aurait pu communiquer à ces 2 entreprises des informations intéressantes de nature à la favoriser dans l'appel d'offres. Autrement dit, une autre question a été de se poser, a été de se dire, puisqu'il y a 2 entreprises, que dirait l'autre entreprise si l'intéressé partait? Autrement dit, ce n'est pas du tout dans cette affaire ni l'activité qu'exerçait l'intéressé dans l'administration, ni même celle qui va exercer
d'après les indications qu'il nous a données, qu'a donné l'entreprise dans cette entreprise, c'est l'image que ce départ, la façon dont pouvait être interprété ce départ dans l'opinion. Enfin, dans l'opinion, au moins du concurrent. Alors, nous avons des faux conflits d'intérêts. Nous avons eu, par exemple, je prends cet exemple qui va vous faire sourire, un professeur, ce qu'on appelle un PUPH, c'est-à-dire un professeur d'université praticien hospitalier des hôpitaux de Lyon, un chirurgien qui, à la retraite, décide de poursuivre sa carrière de chirurgien dans une clinique privée. Les hôpitaux de Lyon ont crié au scandale en disant c'est pas possible, il va nous faire de la concurrence, etc. Ça devait être un excellent chirurgien, je suppose. Il va faire de la concurrence. Mais c'est un faux conflit d'intérêts. Je veux dire, on ne peut pas empêcher quelqu'un qui a une spécialité d'aller l'exercer par ailleurs dans le privé. Il y a une règle pour les praticiens hospitaliers en exercice qui leur interdit pendant 2 ans d'exercer dans le secteur privé quand ils quittent le public. Mais il n'y a pas, voilà. Bon. Alors, dernier, compte tenu, je vois l'heure qui passe, effectivement, dernier exemple, puisque là, ça se rapproche aussi de votre... l'affaire des cumuls. Alors, dans l'affaire des cumuls, vous savez qu'aujourd'hui, depuis 2007, les fonctionnaires ont la possibilité de créer une entreprise et de rester pendant 3 ans en situation de cumul, c'est-à-dire en exerçant une fonction publique et en dirigeant leur entreprise. Cette idée, cette réforme a été faite pour encourager la création d'entreprises et le départ des fonctionnaires qui avaient une expérience susceptible d'être valorisée dans le secteur privé, autrement dit pour favoriser la création d'entreprises. En réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, soyons honnêtes. Nous avons vu apparaître un certain nombre de déclarations de cumul qui sont probablement, dans des secteurs que chacun connaît, la régularisation d'activités occultes. Mais néanmoins, nous sommes là en plein dans la notion de fonctionnement normal, d'indépendance ou de neutralité du service. Autrement dit, nous faisons très attention à ce que les gens ne soient pas en conflit d'intérêts, les agents ne soient pas en conflit d'intérêts avec leur administration. Je prends un exemple, mais tout bête. Je veux dire, je m'excuse du caractère minuscule de cet exemple. Mais voilà, un agent des douanes à La Réunion, où tout le monde se connaît, qui est chargé de recouvrer, il est agent de recouvrement, il est chargé de recouvrer les créances des douanes, et il voulait créer une entreprise de recouvrement de créances privées. Et bien entendu, dans un lieu, dans un endroit où tout le monde se connaît, très restreint, etc., il y avait une confusion évidente entre les deux casquettes. Les gens n'auraient jamais su s'il arrivait en tant qu'agent public ou en tant qu'agent chargé de recouvrer des créances privées. Autre exemple, un contrôleur du travail qui veut créer une entreprise de conseil, d'audit et d'expertise en matière de sécurité du travail. On ne peut pas admettre que d'un côté, il aille contrôler les entreprises et que de l'autre côté, il délivre aux entreprises des attestations ou des consultations indiquant que l'entreprise satisfait aux conditions légales de sécurité du travail, dès lors que... Voilà, bon. De la même façon... alors, il y a un dernier point que je voudrais dire, avant d'en arriver à ma conclusion. Je voudrais dire... c'est qu'il y a aussi, bien entendu, la dignité des fonctions. Et là, je m'adresse au président Magendie. Nous avons des administrations beaucoup plus sourcilleuses que d'autres. Et notamment l'administration le ministère de la Justice et la hiérarchie judiciaire sont très réticents
à l'exercice, je ne parle pas par les magistrats, parce que vraiment la question ne se pose pas, mais à l'exercice par les agents du greffe de fonctions en exercice de cumul. Et nous avons eu là 2 cas. Une greffière de tribunal de grande instance qui voulait exercer une activité de médecine douce, et l'autre, un greffier de tribunal de commerce qui voulait créer une agence immobilière, bon, qui voulait être plutôt démarcheur pour une agence immobilière. Nous avons eu des remarques virulentes des supérieurs hiérarchiques de ces 2 agents, mais nous avons donné un avis favorable parce que nous donnons en général un avis favorable dans des cas comme ceux-là. Nous ne faisons pas de différence. Donc la notion de dignité n'est pas une notion. Bon. Alors, en définitive, dans les exemples que je vous donne, on voit bien que la notion de fonctionnement normal, d'indépendance ou de neutralité du service permet de résoudre l'essentiel des conflits d'intérêts. Nous avons, par ailleurs, je le redis encore, la règle pénale, mais cette règle pénale, comme vous l'avez vu dans l'exemple que je vous ai cité, c'est une règle écrite, précise, qui énumère des cas très précis, que nous interprétons littéralement, comme nous interprétons les textes. Le Conseil d'État a l'habitude d'interpréter les textes d'origine pénale comme les juges pénaux interprètent les textes pénaux, donc on copie les méthodes d'interprétation de la chambre criminelle. Et donc, c'est pas facile. C'est pas facile d'appliquer à une matière mouvante un cas, une règle précise. Alors, qu'est-ce qui, sur le plan de l'information, je termine là-dessus, qu'est-ce qui me frappe? C'est que l'essentiel, c'est d'avoir l'information. Et c'est pas si facile que ça à obtenir. Alors, les administrations, aujourd'hui, jouent le jeu. C'est-à-dire que, dans l'intérêt même de l'agent, elles cherchent à éviter qu'il soit mis dans une situation de conflit d'intérêts. Les agents, et l'essentiel de nos saisines, ce sont les administrations et non pas les agents. Mais en revanche, pour les collectivités territoriales, ça fonctionne moins bien. Je dis les choses, ça fonctionne moins bien. Et notamment, lors de la réforme de 2009, il a été décidé que, vous savez que le législateur a décidé que la commission de déontologie serait saisie de tous les départs des membres des cabinets ministériels. Le président Warsmann voulait étendre ça au cabinet des autorités territoriales. C'était un trop grand nombre de dossiers, mais on a prévu que la commission de déontologie serait informée difficilement de ce départ. Je ne vous cache pas que j'ai les plus grandes peines du monde à obtenir cette information. Autrement dit, et ça c'est un point sur lequel que vous avez regardé, oui je termine, tu as pas regardé, il est très difficile, le système de contrôle déontologique ne peut pas fonctionner si on ne dispose pas de l'information nécessaire. Merci, Monsieur le Président. Vous avez distingué donc le contrôle qui est le contrôle préventif des infractions pénales et un contrôle davantage déontologique qui est de nature à garantir l'indépendance, la neutralité du service. La question qui vient tout de suite à l'esprit est celle de savoir si ce deuxième contrôle, le contrôle déontologique, trouve effectivement à s'appliquer depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 2007. Car autant dans l'hypothèse du risque d'infraction pénale, l'agent public est tenu de saisir la commission, autant dans l'hypothèse du risque déontologique, la saisine est facultative. Donc le contrôle que vous considérez comme le plus efficient, le plus prometteur, en réalité est subordonné
à une saisine facultative. Et ça, c'est une des grandes ruptures entre la loi de 2007 et le texte antérieur. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas, de ce point de vue, modifier les textes? C'est une question de moyens. Il faut vous dire que nous avons des profils de départ répétitifs. Dans le secteur hospitalier, les infirmières qui partent en libéral, les sages-femmes qui partent en libéral, ou dans le domaine même de l'État, les médecins de PMI qui partent en libéral, etc. Je veux dire, il y a des centaines de cas, n'est-ce pas, tous les ans, sur lesquels la jurisprudence établie, carrée, connue, etc., et qui n'exige pas un réexamen. Mais en revanche, ce que vous soulignez, c'est que même si on n'entre pas dans le cas pénal, et je vous en donnais un exemple, il peut y avoir des problèmes déontologiques. Quand j'ai évoqué tout à l'heure l'exemple du système satellitaire, nous étions dans un cas de saisine facultatif, c'est-à-dire que l'administration ou l'agent aurait pu ne pas nous saisir. Et cependant, l'administration, qui est même la DGA, je veux dire, ils sont maintenant très sensibles, très sensibilisés au problème des conflits d'intérêts. Il nous a saisis. Mais la difficulté, c'est qu'effectivement, dans ce système facultatif, la saisine peut ne pas se faire. Alors, depuis 2009, le décret vient de sortir avec beaucoup de retard, le législateur reconnaît au président de la commission le pouvoir de s'autosaisine. À vrai dire, dans des délais très brefs, puisque c'est dans les 3 semaines suivant le départ de l'agent. Mais nous retombons sur le problème que j'ai indiqué précédemment, qui est celui de l'information. Oui. Autrement dit, on m'a donné, puisque c'est moi qui l'ai le pouvoir, on m'a donné un pouvoir d'autosaisine sans en avoir, dont je suis, qui peut résoudre des problèmes ponctuels comme ceux auxquels vous pouvez penser, mais qui dépend totalement de l'information dont... Alors mon prédécesseur, à l'époque où la saisine était obligatoire, et on n'était pas saisi, mon prédécesseur lisait les Échos tous les matins pour essayer de savoir quels étaient les départs. C'était la principale source d'information. Seul le relais de la presse, en réalité, permet au président des commissions de déontologie des fonctionnaires de s'autosaisir. Alors, il y a deux sources d'information. La première, c'est la presse. Et la seconde, c'est pas totalement négligeable, je veux dire, c'est la protestation des concurrents de l'entreprise dans laquelle l'agent est parti. Voilà. Nous avons de temps en temps des protestations des concurrents. Et donc, nous nous apercevons qu'effectivement, il y a des agents qui partent... Mais d'une façon générale, quand même, le système fonctionne assez bien. C'est-à-dire que pour les agents de haut niveau, aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que ces agents de haut niveau prennent le risque de partir sans demander l'avis de la commission de déontologie. Mais concrètement, est-ce que chaque année, il y a beaucoup de saisines facultatives, indépendamment des cas de saisine obligatoire? Les saisines facultatives sont beaucoup plus nombreuses que les saisines obligatoires. Les saisines facultatives représentent... alors, je ne parle pas du cumul, puisque la saisine est obligatoire dans tous les cas de cumul. Mais je dirais que les saisines facultatives représentent 85% de nos saisies. Est-ce que la commission de déontologie raisonne véritablement en termes de conflit d'intérêts, lato sensu, ou est-ce qu'elle s'en tient très, très strictement aux termes de la loi? En ce qui concerne le pénal, elle s'en tient vraiment strictement aux termes de la loi, c'est-à-dire contrôle, surveillance, marché, participation aux décisions. En ce qui concerne le fonctionnement et l'indépendance et la neutralité, elle tient compte beaucoup des situations concrètes. Elle n'est pas toujours en accord avec l'administration, mais l'administration a toujours la possibilité d'interdire à l'agent de partir. Et là,
si vous voulez, il y a un point que nous indiquons souvent quand on parle de fonctionnement normal, indépendance ou neutralité. On dit à l'agent, d'ailleurs, vous pouvez partir, d'ailleurs parce que c'est la règle, vous pouvez partir, compte tenu des fonctions que vous avez exercées, vous pouvez partir dans la fonction pour exercer l'activité que vous demandez, mais faites attention, si vous changez d'activité, etc., il faudra redemander l'avis de la commission. Parce que ça, c'est un des problèmes aussi quand on évoque l'information, c'est qu'effectivement, nous avons un délai de 3 ans. C'est-à-dire que nous fixons aux agents un délai de 3 ans quand nous fixons des réserves, quand nous leur interdisons aux agents qui partent de faire telle ou telle chose dans leur nouvelle fonction, nous fixons un délai de 3 ans qui est celui de la loi, pendant lequel ils doivent s'abstenir de faire telle ou telle chose. Au bout de 3 ans, ils sont libres. Mais nous ne savons, alors là, ça c'est un problème, nous ne savons pas toujours, parce que les administrations ne savent pas toujours, lorsque les agents qui sont partis dans le privé changent de fonction. Oui. Est-ce que le délai de 3 ans... J'ai appris par la presse comme ça qu'un fonctionnaire de très haut niveau, dont nous avions autorisé le départ dans le privé, avait changé de fonction. Est-ce que le délai de 3 ans vous paraît pertinent? Alors, dans les propositions que nous avions faites au président Warsmann, en ce qui concerne le pénal, c'était le délai de 3 ans. En ce qui concerne le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, nous avions proposé au président Warsmann de reconnaître à la Commission le pouvoir de moduler le délai, c'est-à-dire de le faire varier entre 1 an ou 3 ans. Parce que vraiment pour les jardiniers, pour le jardinier public d'une collectivité publique qui crée une entreprise dans le secteur de l'entretien, etc. Je veux dire, il y a des réserves qui n'ont pas lieu d'être pendant très longtemps. Je veux dire, mais le président Warsmann a estimé qu'il valait mieux une règle. Ça se discute. Hein. Je veux dire, il y a pas de on ne peut pas soupçonner à partir du moment où il y a une règle générale, on ne peut pas soupçonner la Commission de favoriser tel agent par rapport à tel autre. Qu'est-ce que vous pensez de la critique selon laquelle la commission de déontologie des fonctionnaires serait trop bienveillante à l'égard des membres des cabinets ministériels ou, on va dire, des hauts fonctionnaires par rapport aux fonctionnaires de rang intermédiaire ou d'exécution? Non, en ce qui concerne les hauts fonctionnaires, leur départ est devenu très difficile. Je rappelle le cas du directeur du Trésor que la commission de déontologie de mon prédécesseur avait empêché de partir à EDF, qui avait écrit un papier dans Le Monde pour se plaindre du sort qui lui était fait, et que finalement la commission avait autorisé à partir dans une banque anglaise à condition qu'il soit à Londres et qu'il ne s'occupe pas de l'Europe continentale. Et pour les membres des cabinets ministériels? Alors pour les cabinets ministériels, la situation est la suivante. Les gens connaissent... les gens connaissent très bien la jurisprudence. Je veux dire, les faux fonctionnaires aussi, d'ailleurs. Je veux dire, les gens connaissent très bien la jurisprudence. Donc, je vois bien, moi, ce que je constate, c'est que dans la répartition des compétences au sein des cabinets ministériels, volontairement, je ne porte pas de jugement, les gens se ménagent des plages de sortie. C'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas sur certaines entreprises, sur certains secteurs, etc. Naturellement, les cabinets qui posent le plus de problèmes sont les cabinets des ministres des Finances et du Budget. Et naturellement, ce qui pose le plus de problèmes, c'est le directeur de cabinet. Parce que lui, il est réputé avoir tout vu. Donc le départ du directeur de cabinet du ministre des Finances est très difficile. Le dernier que j'ai connu s'est passé de façon très particulière parce qu'il était administrateur de France Télécom au moment où il a été nommé
directeur de cabinet, il ne pouvait pas, sans conflit d'intérêts, s'occuper comme directeur de cabinet des affaires de France Télécom. Donc, voilà. Mais si vous voulez, si les gens n'ont pas cette... ne se sont pas ménagés des plages de sortie, contrairement à ce qu'on pense, le départ des cabinets ministériels... D'ailleurs, les gens des cabinets ministériels, en général, partent beaucoup dans l'administration, repartent beaucoup dans l'administration avant de partir dans le privé. Poser des questions. Moi, j'aurais encore une question à poser. Est-ce que vous estimez que les membres du gouvernement devraient également être soumis à une obligation de saisine, soit de la commission de déontologie, soit d'une autre instance, à l'occasion du départ du gouvernement pour exercer des activités professionnelles? Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes. On a tous des exemples en tête. La difficulté, le problème est le suivant. Les membres du gouvernement, comme d'ailleurs les parlementaires, je veux dire un membre du gouvernement qui n'est plus membre du gouvernement ou un parlementaire battu, il a beaucoup de peine à se reconvertir. Je ne dis pas ce que je pense, mais enfin je le dis quand même. Je dis, quand vous êtes un homme politique, vous avez été battu, que vous n'êtes plus ministre, il y a beaucoup de gens qui vous serraient la main, qui traversent la rue pour ne pas avoir à vous serrer la main. Autrement dit, vous vous trouvez totalement isolé, etc. Et donc, il faut que vous vous reconversiez. Alors, le risque de conflit d'intérêts existe, c'est évident, il existe. Simplement, je veux dire, c'est comme Clémenceau qui était avocat. Je veux dire, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne peut pas aller. Je veux dire, voilà. Non, je reconnais qu'un ministre ou un parlementaire qui cesse d'exercer leurs fonctions, normalement, devrait être soumis à une règle déontologique suffisamment souple pour permettre de prendre en compte leur situation, mais il y a certainement des problèmes, il peut y avoir des problèmes de conflit d'intérêts. Alors, quant à une commission, moi, en ce qui concerne les ministres, si vous voulez mon sentiment, enfin, dans un premier temps, je vois mal une commission, sinon une commission du niveau de votre groupe de travail, contrôler les ministres, surtout les ministres en exercice. À mon avis, c'est le secrétaire général du gouvernement qui devrait faire ce travail. Et il a la position, l'aide juridique et l'autorité morale pour le faire. A priori, les ministres ne sont pas soumis au délit de l'article 432-13 sur la prise illégale d'intérêt. En tout cas, c'est une analyse qui est partagée par un certain nombre de juristes, même si la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur cette question. Est-ce qu'à votre avis, les ministres devraient entrer dans le champ d'application de cet article 432-13, donc qui prohibe les conflits d'intérêts que je vais qualifier de séquentiels et non pas de simultanés. C'est-à-dire le fait de passer d'une activité donc ministérielle, publique, à une activité professionnelle privée. À l'heure actuelle, ce qui vaut pour les fonctionnaires, l'interdiction qui est applicable aux fonctionnaires, ne paraît pas pouvoir s'appliquer aux ministres. Est-ce que vous pensez que là-dessus, il y a une malfaçon de la législation ou des compléments qui seraient utiles? Je crois qu'on ne vise pas exactement la même chose. Dans le cas des fonctionnaires, ce sont des fonctionnaires qui, à un moment donné, ont pu, dans leurs fonctions, de façon précise, intervenir sous une forme ou sous une autre en faveur d'une entreprise. Dans le cas du ministre, politiquement, je prenais l'exemple du ministre de l'économie et des finances et de l'industrie. Je veux dire,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à un moment ou un autre, il a vu défiler toutes les entreprises de France dans son bureau. Donc, si, lorsqu'il cesse d'être ministre, surtout lorsqu'il vient du privé, et qu'il cesse d'être ministre, vous lui interdisez de reprendre des fonctions, de prendre des fonctions dans une entreprise avec laquelle il a été en relation, honnêtement, je trouve que ça n'a pas de sens. Je trouve que ça n'a pas de sens. Et en plus, je veux dire, les contacts qu'il a eus avec ces entreprises, avec le monde économique, ces contacts ont été au vu et au su de tout le monde. À la différence de fonctionnaires, on ne sait pas toujours si ils sont intervenus à un titre ou à un autre. Il faut une instruction. Monsieur le Premier Président Migaud. Merci, Monsieur le Président. À vous entendre, vous tirez, Monsieur le Président, un bilan plutôt positif de votre action. Bon, cela dit, on voit bien que sur un certain nombre de situations, la doctrine émet un point de vue plus critique. Quelles sont les propositions que vous-même vous formuleriez pour éviter les angles morts déontologiques dont on a pu parler? Est-ce que la loi en l'état vous apparaît suffisante? Et quels sont les moyens de contrôle réel qui sont les vôtres lorsque, par exemple, vous établissez une règle qui consiste pour une personne à ne pas avoir de relations professionnelles avec d'anciens collaborateurs? Bon, est-ce que cela vous paraît crédible ou comment vous donnez-vous les moyens ensuite d'apprécier si votre recommandation est suivie des faits ou pas? Quand un fonctionnaire, quand le fonctionnaire reste dans l'administration en situation de cumul, il n'y a aucun problème, c'est son administration qui contrôle. Lorsque le fonctionnaire est parti, nous n'avons pas de moyens de contrôle et l'administration, je dis les choses comme elles sont, et l'administration dont il dépend n'a guère davantage de moyens de contrôle. Simplement, c'est quand même un garde-fou parce que, je veux dire, je ne parle pas du fonctionnaire de base, mais nous sommes dans un monde concurrentiel, avec des entreprises en concurrence, des activités en concurrence. Et je crois que s'il y avait des incidents, s'il y avait des problèmes, il y aurait... c'est une espèce d'autosystème, il y aurait des personnes pour se plaindre, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas d'autres garanties. Je ne vois d'ailleurs pas comment... il faudrait inciter une véritable police, enfin une véritable inspection pour aller vérifier que, naturellement pas les moyens, n'est-ce pas, une véritable inspection pour aller vérifier que les gens respectent bien les réserves, si on veut le faire, si on veut que ce soit l'administration ou la commission qui le fasse. Et sinon, plus globalement, est-ce que vous auriez des propositions de modification pour que votre commission fonctionne encore mieux, ou tout au moins... est-ce que des propositions vous paraissent de nature à éviter? Est-ce qu'il y a encore des angles morts, quoi? Et est-ce que les notions de dignité des fonctions administratives, de fonctionnement... Non, alors là, je veux dire honnêtement, avec la règle déontologique, indépendance, parce que c'est le fonctionnement normal, indépendance ou neutralité du service, nous interprétons ces trois termes pratiquement de la même façon. Nous sommes dans un système vraiment de prévention là, des conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'agent exerce dans le privé une activité dont on puisse penser qu'elle serait favorisée par l'exercice, par les fonctions qu'il a exercées auparavant dans l'administration. Autrement dit, c'est une espèce, je reviens à la femme de César, ne pas être soupçonné, c'est une espèce de barrière, de garde-fou déontologique pour éviter
que ne se produise un conflit d'intérêts. Donc avec la jurisprudence que nous avons, je ne dis pas que la règle que nous avons fixée soit toujours respectée. Vous avez raison de me poser la question, je ne sais pas toujours. Mais enfin, c'est quand même un système qui fonctionne assez bien, assez souplement, assez bien. Monsieur le Premier président Magendie. Oui, Monsieur le Président, vous avez souligné l'importance de l'information au milieu du dispositif et parfois des lacunes, des insuffisances qui peuvent freiner notamment votre action. Est-ce qu'à cet égard, vous avez des suggestions qui permettraient justement de renforcer cette information? Je veux dire, malheureusement, le président de la commission de déontologie n'est pas le secrétaire général du gouvernement. Mais, puisque s'agissant des ministres, des présidents d'établissements publics ou d'entreprises publiques, je suis persuadé que le secrétaire général du gouvernement aurait la possibilité d'obtenir des informations fournies par les intéressés eux-mêmes. Est-ce que la loi ne devrait pas rendre obligatoire, pour prolonger la discussion du Premier président Magendie, rendre obligatoire les informations en certaines situations? Je veux dire, les informations devraient être obligatoires lorsqu'il existe un conflit d'intérêts. Bon. Oui, lorsqu'il y a un risque de conflit d'intérêts. Bon. Dans le cas de la commission de déontologie, je l'ai dit, les administrations, parce qu'elles ont peur elles-mêmes d'un incident, soyons clairs, je veux dire, les directeurs, les sous-directeurs, les chefs de bureau n'ont pas envie d'avoir un incident avec un de leurs agents qui part dans le privé, soyons clairs. Donc, le système fonctionne pas mal. Avec les collectivités territoriales, le système fonctionne un peu moins bien, non pas parce que les responsables des collectivités territoriales sont de moins bonne foi, au contraire, ils sont toujours de très... on les entend souvent, ils sont d'une bonne foi parfaite, mais parce qu'ils comprennent moins bien la règle du conflit d'intérêts. Il faut des sanctions pénales pour assurer l'information et la fluidité de l'information. Je veux dire, les sanctions pénales pour ingérence sont déjà exceptionnelles. Pour l'information, très bien. Jamais. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes arrivés au terme de cette audition. Vous pouvez vous retirer. La Commission, en tout cas, vous remercie beaucoup d'avoir consacré du temps à la préparation et puis aussi à la réalisation de cette audition. Si vous voulez que je vous fasse une note écrite, je vous la ferai volontiers. 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 Merci beaucoup.